Alors, comment construire une relation qui nous ressemble? Bonjour Maude, Bonjour Sylvie. ça va bien? Ouais, ça va bien. Je veux... Contente de venir jaser de ça avec toi. Ouais, j'allais dire la même chose, vraiment contente qu'on soit sur la chaîne d'Exotique Temple. Mhm. Une nouvelle figure sur, Oui. sur la Bonjour. chaîne. Maude qui facilite avec nous au temple. Ouais. Ouais, comment on fait ça, construire une relation qui nous ressemble? Déjà, est-ce que pour toi, c'est un sujet qui te parle? Est-ce que tu t'es déjà Mm. posé ces questions-là? Absolument. Moi, la relation, là, plein de sortes de relations, mais mettons que je me concentre sur la relation amoureuse, c'est une de mes passions dans la vie. C'est souvent, chaque fois que je suis en amour dans mes relations, c'est vraiment au cœur de ma vie. C'est une des choses que j'ai envie de vivre et de réussir Hmm. mes relations amoureuses. C'est comme très important pour moi. Puis j'en ai eu de toutes sortes de durées, de tout mode. Puis je pense que je suis rendue à créer des choses que j'aime vraiment beaucoup, qui demandent de l'énergie puis du dévouement, mais que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Sais-tu qu'est-ce qui est monté quand tu as dit ça, comment réussir mes relations amoureuses? C'est moi aussi, mes relations, j'ai envie de les réussir, puis j'ai envie de dire que quand une relation se termine, des fois, c'est pas un échec. Mhm. Souvent, j'ai des clients qui vont Ah, c'est encore un échec. Tu sais, ben non, c'est pas un échec. Tu sais, le temps que tu as passé avec la personne dans la relation, je suis certaine que tu as appris des choses sur toi, sur tes patterns, sur tes habitudes qui, des fois, ben, sont à transformer pour que Mhm. grandir, pour évoluer. Je pense que c'est important de comprendre qu'une relation, c'est pas fait pour être, en tout cas, moi, c'est ma croyance. Dans mes observations, une relation, c'est pas fait pour nous rendre heureux. Le bonheur, de toute façon, c'est pas quelque chose qui est constant, c'est quelque chose qui vient, qui repart. On n'est pas heureux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La vie est faite avec des hauts et des bas, et les relations aussi. Et je pense que des relations, c'est fait pour nous faire évoluer, grandir, se transformer. Puis je pense qu'au fil du temps aussi, on avait envie de parler de ça aujourd'hui, de tous les types de relations. Ben, je pense qu'au fil du temps, si justement il y a plusieurs types de relations euh, qui ont émergé, on peut dire, dans notre société aujourd'hui, ben, c'est que, exemple, la monogamie qui est le type de Mhm. relation qu'on connaît le plus ici en Amérique du Nord, ben c'est pas un succès pour tout le monde. Ça n'a pas été un succès, un grand succès pour moi en tout cas. Toujours. Moi aussi, des fois, j'ai trouvé que dans des relations monogames, Ouais. donc une exclusivité, on peut dire même émotionnelle et sexuelle, euh, moi, des fois, je trouvais que c'était lourd. Tu sais, ça me faisait beaucoup de chapeaux à Mhm. porter. Tu sais. Euh, la blonde, l'amie, l'amante, des fois la femme, la mère des enfants. Ouf, que des fois, je Mhm. trouvais ça lourd d'avoir tous ces chapeaux-là à porter parce qu'il y a juste une personne. Je suis la seule personne référence de Mhm. cette personne-là. Ça contient beaucoup. Oui, C'est exactement. chargé. Ça peut être chargé, en tout cas. Mais je reviens sur ce que tu disais par rapport au succès de la relation. Puis là, je me suis entendue moi-même dire que j'avais pas eu beaucoup de succès avec la monogamie et tout. Mais en fait, oui, mes relations monogames ont été un succès, même si on finit. Mhm. Euh, Dans le sens que c'est des personnes que j'ai aimées, c'est des relations qui ont été épanouissantes, qui m'ont amené plein de belles choses. Et et juste ça, la relation que je veux ou la relation que je vais trouver qui a un succès aujourd'hui, c'est qu'en fait, j'ai envie d'une certaine durée. Fait que je vais aussi évaluer ma relation. Est-ce qu'elle est un succès à est-ce que je suis capable d'être dans cette relation-là, bien ressentir mon amour, être présente, avoir envie de donner, puis de partager, puis de m'allier, puis d'être en partenariat avec cette personne-là, et bien le plus longtemps possible, mais
pas dans l'idée d'avance qu'il faut que ça soit long, mais Mm-hmm. à chaque jour, je suis bien dans cette relation-là et donc je construis quelque chose qui est solide puis qui m'apporte à chaque fois. Et dans ce sens-là, la monogamie, un peu comme tu disais, pour moi, a été... En fait, j'étais toujours en train de m'imaginer une porte de sortie où c'est comme si toutes les choses que la personne ne répondait pas, tous les besoins auxquels elle ne répondait pas, devenaient tout à coup beaucoup plus importants. Puis là, j'imaginais à quel point c'était... Je pourrais pas vivre toute ma vie sans combler ces besoins-là. Puis là, je devenais vite insatisfaite. Tu sais, je me racontais des histoires d'insatisfaction. Ouais. Alors que dans la non-monogamie, qui est un autre mode relationnel, avec mon amoureux, par exemple, il y a plein de besoins auxquels il répond pas, mais c'est pas grave. J'ai envie d'être avec lui pour tout ce qu'il m'apporte, tout ce à quoi il répond. Tu sais. Ouais. Ouais. J'ai envie qu'on fasse un peu le tour des types relationnels qu'on connaît. Là. Je pense qu'on se disait avant de commencer qu'on n'était pas des expertes, là. Mais je pense qu'on a quand même des connaissances par rapport à ça. Fait que, bon, la monogamie, comme je disais, c'est une exclusivité émotionnelle souvent et sexuelle. Ouais. La non-monogamie, ben, ça veut dire que tu peux avoir plus qu'un partenaire. Puis ça veut pas dire nécessairement plus qu'un partenaire sexuel. Des fois, il peut y avoir des partenaires où est-ce que c'est justement beaucoup de l'émotionnel que tu vas partager avec la personne. Tu peux être amoureux quand même. Sans... C'est pas parce que tu es non monogame éthique que tu couches à droite puis à gauche. Là, c'est souvent quelque chose qui est une croyance qui est rattachée à ça. Il y a la polygamie. La polygamie, c'est l'homme qui a plus qu'une femme. La polyandrie, c'est les femmes qui ont plus qu'un homme. Alors que l'autre de la relation est exclusif. Exclusif, exactement. Et ben, j'ai entendu dernièrement la novogamie, que ça serait un terme qui ferait comme un peu comme l'anarchie relationnelle. Là. Je comprends pas trop un peu la différence entre les deux, là. Mais c'est pour dire que ça dépend des personnes que tu rencontres. T'sais. Moi, je me vois, on disait tantôt que c'est comme un peu le queer des types relationnels dans le sens où tu mets pas un chapeau, tu mets pas une étiquette à ta relation, ça dépend de qu'est-ce qui arrive. Comme moi, j'ai rien contre la monogamie. Je contre la monotonie. Monotonie. La monotonie. Monotonie. Par contre, il faut que ça soit une relation pour moi, il faut que ça soit vivant, il faut que ça soit, comme tu disais, avoir l'envie de se réengager avec une personne à chaque jour. Donc, c'est ça. Faut pas que ça soit compliqué, faut pas que ça soit monotone. Malgré qu'être en relation, c'est pas nécessairement facile non plus. Ça peut être un peu monotone des fois. Ça peut être un peu monotone. Certaines journées. Certaines journées, effectivement. Mais il y a quelque chose, puis je pense que ça rejoint le terme novogamie que tu parlais de... je lisais quelque chose l'autre fois qui est à propos de la liberté ou de laisser la relation se dévoiler à elle-même ou se créer elle-même au fur et à mesure. Fait que sans préconception de « moi, je veux être dans une relation polyamoureuse ou monogame » ou de dire « ok, voici à quoi je suis ouvert et ouverte, qu'est-ce que l'autre veut, c'est quoi mes besoins en ce moment, c'est quoi... par exemple, moi, je m'identifie comme polyamoureuse et en ce moment, j'ai un amoureux depuis... Ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais depuis 1 an et demi, j'ai eu personne d'autre dans ma vie que lui, puis en tout cas d'un point de vue partenariat, puis amoureux dans ma définition, là. Et ça me comble, tu sais, puis... Fait il y a aussi, au travers de ces chapeaux-là, puis de ces étiquettes, puis de ces modes relationnels, il y a aussi qu'est-ce que nous, on en fait, puis comment nous, on se décrit, puis on se développe là-dedans, je pense, qui est important. Il y a beaucoup de croyances qui est rattachée à ça. Tantôt, je nommais que c'est des personnes qui ont envie de baiser à droite et à gauche. C'est souvent les termes. J'emploie ce terme-là parce que c'est souvent l'expression que j'entends quand on parle de ça. C'est du monde qui a envie de baiser à droite et à gauche. Et ce n'est tellement pas ça. Ou ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, exactement. Aussi, l'autre croyance que j'avais déjà entendue, parce que sur un groupe, à un moment donné,
j'aime ça, me poser des questions, puis faire interagir les gens. Puis là, il y a quelqu'un qui disait « Ah non, moi, le polyamour, jamais, j'ai trop peur des TSS, tu sais. » Puis là, j'ai fait comme « Ouf! Ça, c'est une belle croyance qui fait que parce que je suis dans une relation monogame, je suis à l'abri des TSS. » Malheureusement, quand on sait qu'un couple sur deux vivent une expérience d'adultère, ben ça protège, mais tellement pas des TSS. Non, puis comme on disait, on se partageait un peu tout à l'heure, et souvent dans les relations non monogames, ouvertes, éthiques, parce qu'il y a ça aussi, mais une notion d'éthique, tu parlais de tromper. Il y a aussi il y a souvent beaucoup plus de communication. On apprend à se dire les choses, on valorise la transparence, l'honnêteté, de mettre en lumière les dynamiques relationnelles, puis les besoins, puis les limites, puis etc. Et donc, souvent, de parler de la santé sexuelle fait partie du dialogue super important pour préserver la santé du couple. Oui. Donc, les gens, en tout cas, que moi je connais qui sont non monogames, sont souvent plus conscientisés, puis ont ces conversations-là avec leurs partenaires, plus que les personnes monogames qui pourraient être moins habituées ou être plus gênées de se retrouver dans une clinique de dépistage, avoir peur que les tests apparaissent dans leur boîte courriel, puis que leur partenaire voit ça, puis... fait que c'est plus ouvert, c'est plus honnête, ça peut être plus ouvert, plus honnête, plus transparent, contribuer au contraire à la santé. Exactement, puis ça m'amène à dire, justement, quand on rentre dans une relation même monogame, on suggère, maintenant j'ai fait un cours en santé sexuelle, puis les gens suggéraient même si tu es dans une relation monogame, ça peut devenir un rituel. Peut-être moins souvent qu'une personne qui est dans la non-monogamie, parce que, bon, il y a moins de partenaires en principe, mais de dire, bon, ben déjà avant d'enlever le condom, les préservatifs, ben on va passer des tests. Puis c'est tellement simple aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup, je vais tout le temps à prix libre. C'est super simple. Tu prends ton rendez-vous en ligne. Ça coûte 15 $. C'est juste pour le transport des prises de sang. Ensuite, ils t'appellent au téléphone. Fait que c'est très confidentiel quand même. Ils t'appellent. Il y a un médecin qui t'appelle et qui te donne le résultat de tes tests. T'sais. Et ben, je pense que si tu es dans une relation monogame, ben, tu peux te dire au moins aux 2 ans, que ben, aux 2 ans, c'est un rituel. On va ensemble faire des tests. Puis comme ça, ben, si au moins je me dis un petit accident en cours de route, parce que ça peut arriver, tu sais, c'est pas parce qu'on rentre dans une relation que nos désirs, notre switch du désir tombe à off. On est des humains, ça peut arriver, puis ça arrive à beaucoup de monde. Ben au moins, c'est comme, regarde, on y va, on fait un rituel, puis comme ça, la personne, mais si jamais elle a un accident, ben, elle risque de se protéger, tu sais. Il y a plus de chances, en tout cas, je pense. C'est comme... fait que la peur des TSS, c'est une fausse croyance là, qu'il faut mettre de côté et tout ça. Mais tu sais, tu parles de fausses croyances, puis on parlait d'étiquette tout à l'heure, puis je reviens à notre question de comment créer une relation qui nous plaît ou qui nous ressemble vraiment. Ben, il y a déjà ça, on a tellement dans notre tête de préconceptions, de préjugés envers toutes sortes de relations où on a été conditionné, on a appris une façon de voir les relations amoureuses, on a une vision de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important. Puis déjà, juste de réouvrir un peu ces constructions-là qu'on a, puis se demander lesquelles qui sont vraiment importantes pour moi aujourd'hui dans qui je suis, versus, puis voir qu'est-ce qu'on a appris. Moi, quand je suis embarquée plus activement, si on veut, dans la non-monogamie, après une monogamie en série, comme on dit souvent, j'ai été comme, j'ai le mot flabbergastée qui me vient, mais vraiment surprise par toute la construction que j'avais, que je me pensais bien libre d'esprit, mais je fais « Wow, non, il y a beaucoup de choses à déconstruire. » C'est des choses qui amènent de la jalousie ou qui amènent des réactivités ou plein de trucs qui font « Wow, OK, il y a vraiment des modes de pensée à transformer là-dedans. » Absolument. Ouais.
Il y en a qui vont me dire, ah, c'est tellement compliqué, mais en même temps que ce soit monogame ou non monogame, ben, peu importe le type de relation, je pense que c'est important de développer des aptitudes relationnelles, Mhm. dont l'écoute, Mm. euh, la connaissance de soi. Puis moi, dans la connaissance de soi, qu'est-ce que j'entre là-dedans? T'en parles un petit peu. Connaître ses limites, connaître ses besoins, euh, connaître, comment je veux dire ça? On a eu des modèles, nos parents, Mhm. ça a été nos modèles, fait que ça nous construit des attentes par rapport à une relation, mais on est deux personnes qui rentrent en relation ensemble avec deux modèles complètement différents. Donc, souvent, les attentes ne sont pas les mêmes. On s'attend à ce que, mettons, exemple, un père qui, ben, à mon époque, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Ben, il finissait de travailler, mettons, il fermait son commerce à 18h, ben 18h30, il était à la maison. Mhm. C'était systématique et il n'y avait pas de détour. Puis, tandis qu'il y en a d'autres qui ont eu, mettons, des pères plus absents, des pères qui n'étaient pas présents ou Mhm. qui avaient deux travails, fait qu'ils ont passé des soirées avec juste un des deux parents. Donc, le modèle est complètement différent, là. Mhm. Fait que les attentes sont complètement différentes. Fait que c'est important de les nommer, les attentes. Moi, le modèle que j'ai eu, c'est d'un père qui était là à 18h30 tout de suite en finissant de travailler, tu sais. Donc, pour moi, ce qui est normal, c'est d'arriver tout de suite après travailler, tu sais. Puis pour l'autre, ben, c'est Mhm. pas nécessairement ça. Fait que je pense que c'est important d'avoir toutes ces belles discussions-là pour que la relation nous ressemble, tu sais. Mhm. Puis des fois, c'est de déconstruire aussi ce que on pense être normal, Mhm. être la norme. Parce que ma norme à moi est pas ta norme à toi. Mhm. Ce qui est normal pour moi, c'est pas ce qui est normal pour toi, selon ce qu'on a vécu comme situation. La première, j'allais dire première étape, mais comme la base de voir comme, OK, ça, c'est mes croyances, c'est ma façon de voir ce qui est bon, ce qui est pas bon, etc., ce qui est important. Puis, euh, d'être conscient quand on arrive dans une relation que chacun a son bagage. Puis que si je suis toujours en train d'évaluer l'autre à partir de mes attentes, puis sans même me rendre compte que ce n'est pas juste ce qui est bon dans l'absolu, mais ce que moi je définis, ben c'est sûr que je vais constamment être en train de blâmer, juger, évaluer l'autre personne, Oui, puis dire ben exactement. c'est évident que c'est ça qu'il faut faire ou qu'est-ce que tu fais à penser autrement ou Oui, puis là mais c'est pas un dialogue, tu sais. non, On peut pas construire quelque chose ensemble si on reste chacun dans nos certitudes ouais. que notre modèle est le bon. Il y avait un coach qui m'avait enseigné, il disait pour construire un amour commun, il faut détruire deux amours propres. J'aime ça. J'aime ça. Puis dans le fond, les amours propres, c'est un peu ça, là, tu sais, ce que je crois être vrai, Ouais. tu sais. Qu'est-ce qui est vrai pour moi, ben, n'est pas nécessairement vrai pour l'autre. Ouais. Puis si on tient mordicus à garder notre façon de penser, ben c'est là qu'on on détruit le lien entre Ouais. l'autre personne, tu sais. J'ai un de mes amis qu'on se dit souvent parce que on n'est pas toujours d'accord, puis c'est bien correct comme ça. On se dit tout le temps, là, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. Mhm. Puis on règle ça comme ça. On n'est pas toujours obligé d'être en Mhm. accord. Puis ça, c'est important de le comprendre, ça. Ouais. Ça me fait penser à regarder aussi avec l'autre, avec soi et avec l'autre, qu'est-ce qu'on veut de cette relation-là, mais Mhm. pas uniquement en termes de comportement. C'est comme d'abord en termes de qu'est-ce que je veux, comment je veux me sentir, qu'est-ce que je Mm. veux vivre, pourquoi je veux être en relation. Mm. Puis, qui a comme un sens qui peut être, là, selon ce que vous voulez, qui peut être dans du développement personnel, qui peut être dans une intention même spirituelle, qui peut être dans une intention de construire une vie sécuritaire. Peu importe l'intention, mais d'avoir un sens profond à Mm. cette relation-là
qui aide des fois après ça quand on a chacun des préférences différentes ou des désaccords ou de c'est quoi l'entente qu'on veut faire, comment on veut trouver notre vision commune. Ben là, on va pouvoir choisir ou négocier les ententes, les comportements sur quelque chose de plus fondamental. Oui, j'ai fait un atelier qui s'appelait Clarté. Là. Je suis pas sûre que je vais me rappeler de chaque lettre, c'était un acronyme. Là. Mais je sais que le C, c'est le cadre qui revient un peu à ce que tu dis. Qu'est-ce que je veux, moi, comme relation? Ben, exemple, moi, je vis seule. Ça fait déjà des années que je vis seule. Ben, au début, c'était avec mes enfants, là, mais là, maintenant, ils sont grands, ils sont partis. Mais moi, j'aspire pas en ce moment de vivre avec quelqu'un. Peut-être dans 10 ans, quand j'aurai 70 ans, parce que tu parlais de on veut se sentir en sécurité. Peut-être que quand je vais être dans un âge qui va commencer à être un peu avancé, ben je vais peut-être trouver ça cool d'avoir quelqu'un au cas où je me sente mal, whatever. Mais pour l'instant, ben moi, je préfère avoir, moi, j'appelle ça des amis de plaisir. C'est pas des fuck friends, là, mais c'est des amis de plaisir où est-ce que ben j'ai toutes sortes de plaisirs avec ces personnes-là. Tu sais, c'est sortir, rire, faire des activités, faire l'amour aussi. Pas toutes mes amies, là, mais fait que pour moi, en ce moment, dans ma vie, mes enfants sont partis. J'étais beaucoup là pour eux. Ben là, j'ai besoin d'être là juste pour moi, tu sais, de me prioriser, d'être la priorité dans ma vie, tu sais. Fait qu'il faut que la personne qui veut entrer en relation avec moi, ben, qu'elle soit à la même place. Si la personne, elle tient mordicus à avoir quelqu'un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans la même maison, ben, on n'est peut-être pas tant compatibles, tu sais. On risque de s'accrocher ou l'autre personne risque de mettre de la pression pour atteindre ce qu'elle veut. Puis ça peut être... bon, là, ça peut créer des conflits désagréables. Tu sais. Donc, est-ce on veut un peu la même chose? Je pense que c'est important. Elle, c'est pour limite. Quelles sont mes limites? Moi, l'exemple que je peux donner encore là, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté. Moi, me faire texter 4 fois par jour, là, moi, c'est pas parce que l'autre personne n'est pas importante pour moi, mais j'ai plein de choses d'importantes dans ma vie. Tu sais, je fais beaucoup de choses, je prépare mes ateliers, je fais du coaching, j'aime faire de la décoration. J'ai vraiment une vie occupée. Fait que c'est pas que l'autre personne n'est pas importante pour moi. Je peux pas le temps. Puis moi, j'ai pas ce besoin-là de parler à la personne 4 fois par jour. Tu sais. Ça peut être même passer une journée là, ou 2 jours. On sait qu'on va se voir demain ou après-demain. Ben OK, on se donne rendez-vous, on se voit. Puis moi, c'est sûr que je choisis des gens intègres. Des gens qui ont une parole. Fait que si tu me dis je vais être là vendredi à midi, ben sois là vendredi à midi. Sinon, dis-moi rien, promets-moi rien. Ne me crée pas d'attente, tu sais. Fait que je choisis dans ma vie, l'intégrité, c'est vraiment une valeur qui est importante, vraiment importante pour moi. Donc, le fait que j'ai des personnes autour de moi qui sont intègres, mais je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète, je le sais que dans 2 jours, on va se parler, fait que je m'occupe de mes choses en attendant. Fait que ça, c'est... Puis il y en a que c'est d'autres choses. Il y en a qui ont ce besoin-là de se texter 3 fois par jour. Puis c'est OK. Il y a personne qui a raison ou tort là-dedans, c'est des préférences. C'est ça, c'est des besoins. C'est des... Exactement. Puis de se poser la question, pourquoi c'est important pour moi? Là, il y a... je sais plus. Mais en tout cas, je vais continuer. L'autre chose que je trouve le fun dans mon clarté qui me montre, là, c'est l'aspect public. Qu'est-ce que je veux montrer en public? Tu sais? Il y a des personnes non monogames éthiques que dans leur famille, c'est toutes des gens monogames, puis ils sont pas à l'aise de parler de leur style de vie. Donc, on garde privé. Ça peut être aussi qu'est-ce que je veux montrer en public dans le sens quel genre d'affection.
Si je suis au restaurant, quel genre d'affection? Est-ce que je peux te prendre les mains? Est-ce que je peux te caresser le dos? Est-ce que je peux t'embrasser? Mhm. Tu sais, c'est qu'est-ce que j'ai envie de montrer en public? Puis aussi, mettons, tu as deux partenaires, ben, qu'est-ce que tu dis à l'autre partenaire de qu'est-ce que tu partages, tu sais? Qu'est-ce qui va rester dans l'intimité, tu sais? Moi, si j'ai deux partenaires, ben, je veux pas, puis que l'autre a aussi un autre partenaire, ben, je veux pas qu'il raconte toute ma vie à sa partenaire. Moi, j'ai envie de garder mon intimité, que ça soit partagé. Puis il y en a que c'est le contraire, que c'est open table, c'est Mhm. même qu'il y avait ça. Table ouverte que tout le monde connaît tout le monde, tu sais. Moi, Kitchen table. kitchen table, quelque chose comme ça. J'aime Ben, ça, open table. open table, on ouvre la On table. ouvre la table. Ben, moi, ça, je suis trop introvertie. C'est pas quelque Mm. chose qui me parle, tu sais. Fait que je peux pas être avec quelqu'un qui a besoin de tout dire à l'autre personne. Que l'autre personne sache que j'existe, c'est là qu'on est dans l'éthique, c'est l'idéal. Mais tu sais, tu sais, je suis responsable de ma partie de Mm. l'éthique. Ce que l'autre fait, ben, je n'irai pas voir tout ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il dit pas. Mhm. Faut aussi faire confiance à un moment donné. Ouais. On Mais il y a ne quelque peut chose pas contrôler ça, là. dans les exemples que tu donnes que je trouve super intéressant de, tu sais, je reviens pour construire la relation qu'on veut. Tu sais, tu parlais de conscience de soi, mes limites, mes besoins, comment je suis. Ça demande de le savoir, de se Oui, poser des questions et de l'assumer, de se faire oui, confiance. Ça demande un empowerment. C'est un leadership personnel d'être capable de se montrer dans nos relations avec ça, puis de l'exprimer. Puis là, ça peut être tout un travail de développement personnel selon c'est clair. Oui. là où vous en êtes là-dedans, tu sais. Et, euh, et comment comme on disait tout à l'heure, comment je le mets avec l'autre, puis comment je le construis avec l'autre. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai découvert dans mes relations non monogames, que j'avais moins dans mes relations monogames. C'est justement, il y avait tellement de triggers possibles, tu sais, de déclencheurs, puis on voulait prendre soin, puis on voulait de la liberté, puis fait qu'on a eu tellement de conversations autour de créer nos ententes, de qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qui est un besoin, qu'est-ce qui est une limite, c'est quoi ma limite non négociable, ça c'est un non, qu'est-ce qui est, c'est pas ma préférence, mais si c'est important pour toi, je peux faire un pas. Fait il y a Oui. plein de nuances, il y a plein de ressources si vous voulez créer des ententes relationnelles dans les dans la non-monogamie, mais bref, d'avoir à en parler autour de ça faisait que ça se passait. Puis moi, ça m'a appris à me connaître et à show up pour moi-même, à me tenir debout avec ce que j'avais envie. Puis ça reste difficile de plein de Oui. façons. Mais dans mes relations monogames où j'aurais eu besoin qu'on ait des conversations comme ça aussi. Comme tu Effectivement. disais sur c'est quoi nos modes de communication, à quelle fréquence. J'ai des amoureux qui me textaient beaucoup plus souvent que je voulais le savoir. Puis ça m'irritait, puis je le disais pas, puis ça l'usait Oui. mon intérêt même, tu sais. Mm. Fait que ça m'a appris à avoir ces conversations-là parce qu'ils étaient comme je les percevais comme plus importantes pour être capable d'être bien dans la relation. Mais peu importe le mode relationnel, c'est à discuter. Absolument. Si on veut que ça dure, si on veut que ça nous ressemble, si on veut que ça soit à notre goût, Oui. on a à oser puis avoir du courage. Ça demande beaucoup de courage pour avoir des relations qui nous plaisent vraiment. Oui, c'est vrai, exact. Je Mm. suis 100% d'accord avec toi, ça prend énormément de courage. Le courage, c'est de ne pas s'oublier, de Mm-hmm. se choisir, de pas se suradapter. On voit souvent des gens comme ça qui se suradaptent. Mm-hmm. J'en ai une cliente dernièrement, c'est ça, elle s'aperçoit de ses patterns, de toujours se suradapter pour pas déplaire, Mm. pour pas provoquer la chicane, mettons, Mm. parce qu'on veut, on a peur des émotions. Je vois ça Mm-hmm. beaucoup, peur de qu'est-ce que je vais faire avec l'émotion de l'autre, Ouais. que c'est comme une patate chaude là, qu'on a dans Mm. la main, puis l'autre elle a de la peine, ben ouais, c'est correct Ouais. d'avoir de la peine, ça arrive, c'est Je veux des... pas décevoir, je veux pas faire de la peine, je veux pas que l'autre se fâche, je veux pas Ouais, c'est tout ça. ça, tu sais.
oui, ça l'implique d'assumer qu'on va avoir un effet sur l'autre qui sera peut-être pas, des fois de prendre des décisions, de faire des demandes, de dire, ben ça c'est important pour moi, en sachant que l'autre, ça va le blesser, en sachant que l'autre va vivre une blessure, parce qu'on le connaît, parce que ça y appartient, de par son histoire, de par ses blessures personnelles, on sait que ça va être difficile pour l'autre, puis on choisit quand même de le faire, avec tout l'amour qui est là quand même, c'est pas évident, mais c'est nécessaire. Oui, puis c'est vrai que la première chose, tu as raison en disant, c'est d'apprendre à se connaître aussi. Puis là, on parlait des émotions, puis le lien que j'ai envie de faire. Moi, je vais souvent dire aux gens, apprends à mettre tes émotions sur une échelle de 0 à 10, tu sais. Mettons si... Comme en intensité? En intensité, oui. Fait que mettons, la colère, elle peut s'interpréter de plein de façons. Ça peut être 1 sur 10, c'est juste irrité, tu sais. 3 sur 10, mettons, je commence à être frustrée. 5 sur 10, là, je suis fâchée. Je suis pompée, là. Je suis pompée, ouais. Puis là, ben, des fois, je nomme... je le dirai pas parce que c'est pas beau. Tu sais, fait... parce que quand l'émotion... Moi, j'ai observé que quand l'émotion est au-dessus de 6 sur 10, là, c'est pas le temps de parler. Ah non. La pire chose à faire, c'est d'avoir une conversation à ce moment-là. Fait que à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est se retirer, aller marcher, peut-être le nommer à l'autre. Là, puis quand on a quand les deux personnes de la relation connaissent cette façon de jauger ses émotions, ben là, tu dis, là, je suis 8 sur 10. L'autre personne le comprend que ben c'est le temps de s'éloigner, puis qu'on va revenir. Il faut revenir, par exemple. Puis on n'est pas obligé d'attendre que ça soit à 0 sur 10 pour venir parler de... La colère, c'est une limite. Le message en arrière de la colère, c'est une limite a été enfreinte ou une de mes normes a été dépassée, tu sais. Fait que c'est ça qui provoque la colère. Il faut en parler après. Puis il faut être 100% responsable du 50% de la relation. Et ben, peut-être que ma limite n'était pas claire, fait que la personne l'a dépassée parce que je n'avais pas mis ma limite. Bref, il y a toutes sortes de raisons. Ben, il faut vraiment revenir. C'est important de revenir, mais de revenir une fois qu'on a descendu sur l'échelle. Puis c'est souvent pour ça aussi que la conversation, quand on est dans une autre intensité émotionnelle, la conversation, elle va virer tout croche puis qu'elle n'est pas constructive. Absolument. Parce que dans l'état que mon cerveau est, avec la charge d'hormones, puis la charge chimique de mon émotion, puis mon système nerveux qui est déclenché, par exemple, avec la colère, quand on dit « je vois rouge », mais c'est que mon cerveau devient super focusé uniquement sur la limite dépassée. Puis là, tout ce qui me vient, c'est une agitation mentale de blâme, puis de jugement, puis de « c'est donc pas correct ». Puis, fait que pour prendre responsabilité pour ça, peut-être que c'est vrai qu'il y a des limites qui ont été dépassées, qui avaient été nommées, mais à ce moment-là, c'est pas le moment d'être capable de discerner puis d'en parler, parce que mon cerveau est pas dans l'état qui peut faire ça. Exactement. On n'a pas accès au préfrontal, là, où est-ce que c'est la partie qui réfléchit. Je perds accès à mon discernement. Fait que si je me relaxe, ça me donne une chance d'être de moi plus constructif. Puis des fois, surtout avec la violence, ben en fait, avec la colère, on l'associe souvent avec la violence, mais là, je suis pas rendue à frapper mon chum. Je suis pas rendue à l'insulter puis à y crier dessus. On peut continuer à communiquer. Non, mais même si tu le dis très, très lentement, tu peux être super violente de façon très, très... avec une voix très douce, tu sais. Oui, c'est ça. Oui. Fait que c'est... clairement pour la communication, prendre du recul. Oui, effectivement. Puis la colère, c'est une des émotions les plus contagieuses. Fait que c'est très difficile. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit... c'était Alfonso qui m'avait dit, c'est quelqu'un qui... Allô, Alfonso! Il m'avait dit, mais si tu as quelqu'un en avant de toi qui est capable d'accueillir ta colère, tu sais. Fait que là, j'y avais dit, non, si je suis un 8 sur 10, là, t'as beau être très bon pour accueillir ma colère, mais si je suis vraiment fâchée, c'est pas beau. Je veux même pas discuter. Mais bon,
comme je dis, on n'est pas obligé d'attendre d'être 0 sur 10, là, parce que la Ouais, colère, ouais. c'est une belle émotion en même temps quand tu es gérée. C'est une belle émotion parce que justement, ça permet de mettre tes limites. Ça permet, c'est comme un moteur Mm. pour t'exprimer, pour, C'est des informations super oui, importantes pour toi, oui, puis un moteur d'action. c'est ça. Fait une fois que c'est descendu, que l'autre personne, oui, Mm. est capable de t'accueillir ton émotion, de la valider. OK, je vois que tu es en colère. Mm. Je comprends. Est-ce que tu veux m'expliquer qu'est-ce que j'ai fait qui t'a mis dans cette colère-là? Puis, tu as le droit d'être en colère. C'est correct d'être en colère. Mm. Puis là, ben après, tout est dans l'intention. Est-ce que la personne, elle avait vraiment l'intention de dépasser des limites? Probablement pas, tu sais. Mm. Mais bon, comme on disait, il faut que ce soit pas trop intense pour être capable d'avoir une belle Mm. discussion. Donc, c'est une des aptitudes relationnelles à développer, que tu sois dans une relation monogame, non monogame, polyamoureux, polygame, Polytour, polyandre, là, polytout, monopoly. monopoly, peu importe. Il y a pas, moi, je pense qu'il n'y a pas de mode relationnel meilleur que d'autres. Mhm. Je pense qu'il est important, c'est d'avoir un beau cercle social. J'avais fait une formation encore là qui disait qu'il faudrait avoir une tribu de 12 personnes. C'est des personnes qui vivent sur ton toit ou proches, tes enfants, ta famille, tes amis proches, tes collègues de travail, puis peut-être les gens que tu croises, le chauffeur d'autobus, que tu prends toujours le même Mhm. autobus à la même heure, c'est toujours le même chauffeur, ou la caissière à l'épicerie, ou whatever, ou le caissier à l'épicerie. Est-ce que j'ai un bon réseau social? C'est important parce qu'on est des êtres de relation. Puis c'est une question de survie, de Mhm. s'unir. Une certaine époque, l'époque où il y avait où la monogamie, c'était que ça qui existait ici, en tout cas. Ben, les gens avaient un très gros réseau. Premièrement, il y avait 12, 13, 14 frères et sœurs. Mhm. Donc, si après, ma tante, elle a 12 frères et 12 enfants, puis ma mère a 12 enfants, ben, il y a des cousins, des Il y a du monde dans la cousines. famille, là. Hey, il y a du monde à qui tu peux Ouais. venir combler tes besoins relationnels. C'est plus le cas. On est en moyenne un enfant Mhm. et demi par personne, tu sais, par couple. Mhm. Je sais pas si c'est par couple ou par personne ou par femme, peu importe. C'est minime comparé à avant, donc c'est important d'avoir un, un bon réseau social. Mhm. Ça fait partie pour moi aussi de ce qu'on disait tout à l'heure de la relation amoureuse. Je reviens à ça, mais que mon partenaire, je lui mette la charge, consciemment ou inconsciemment, de créer mon bonheur, Mhm. puis que ça soit la personne qui me rende heureuse, puis qui Ouais, réponde à tous mes besoins, ouais. ça marche pas. Non. Mettre cette pression-là sur une relation, c'est pas surprenant qu'elle casse ou qu'elle s'use, tu sais, c'est beaucoup trop de Effectivement. pression. Puis, tu sais, je pense au Cuddle, par exemple, qu'on facilite toutes les deux au Ecstatic Temple. C'est un des lieux où il y a du toucher platonique, il y a du jeu, il y a entre adultes, on peut être au contact des gens avec des besoins qui peuvent ressembler à ce qu'on mettrait, on se dira, ça, c'est juste des amis proches ou mon amoureux qui peut le Mhm. combler. C'est juste mon amoureux qui peut me prendre dans ses bras. Il y en a pour qui c'est même juste mon amoureux qui peut me toucher ou pratiquement, tu sais, que je vais regarder dans les yeux Ouais. ou que je vais... fait que ça peut être un super beau lieu, que ce soit là ou ailleurs, mais dans votre vie, d'apprendre à nourrir vos besoins à l'intérieur de d'autres relations que cette relation-là. Ouais. Beaucoup de résilience pour vous, puis ça enlève une charge à la relation amoureuse qui va pouvoir être gagnée en vitalité puis en énergie, parce que sinon, c'est beaucoup de poids, là. Oui, effectivement, comme je disais au début, moi, c'est comme trop lourd pour moi de Trop penser lourd. qu'il faut que je sois la seule personne qui vienne. Parce que j'ai une vie occupée, une vie que j'aime. C'est très varié Mhm. comme occupation. Donc, euh, j'ai besoin que l'autre personne elle ait une vie aussi parce que sinon, elle va trop être en demande. Ça serait lourd. Puis t'as parlé des codos, puis je pense encore là, tantôt j'avais un autre coaching,
Puis on parlait de que ça soit avec une personne ou la même personne à différents moments. Mettons, je revois la personne lundi, puis je la revois jeudi, puis je la revois samedi. Elle disait, elle me posait la question, les codos, on dit que c'est une intensité 0/5. Puis on a d'autres événements que c'est un 3/5 et on a d'autres événements que c'est un 5/5. Ben, de 0 à 5. Ça peut aller jusqu'à. Ça peut aller jusqu'à 5. Puis là, cette personne-là me posait la question, qu'est-ce qui se passe à chacun des niveaux, tu sais? Puis c'est vrai que je trouvais ça le fun parce que tu peux avoir envie de voir ton partenaire ou un ami, puis de dire, ben, qu'est-ce que j'ai envie ce soir? J'ai-tu envie d'une soirée platonique? Donc, 0/5. Qu'est-ce qu'il y a dans le 0/5? Mais 0/5, c'est vraiment platonique. Là. On ne se donne même pas de bisous. Tu sais, dans nos codas, il n'y a pas de bisous. S'il y a du toucher, c'est par-dessus les vêtements. On n'active pas l'énergie sexuelle. Si elle monte, ben, on s'arrange pour la faire descendre. C'est un peu comme si on est dans un party de Noël en famille. Ben, l'énergie sexuelle, c'est pas sa place. Fait que pour moi, un codos, c'est la même chose. Après, ben, si on va 1/5, ben là, il peut y avoir des petits bisous encore là si t'étais en famille avec ton chum dans le coin. Chum dans le coin, ben, peut-être tu peux lui donner un petit bisou, sur le, une petite caresse, ou, tu sais, mais tu sais, ça peut être un petit peu plus intense. Puis là, ben, tu sais, tu peux décider un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le 3/5. Nous, au temps des 3/5, ben, il peut avoir de la sensualité, il peut avoir de la nudité, mais pas complète. Les gens gardent leurs sous-vêtements. Il n'y a pas de génitalité. Donc, ben, ça peut être la même chose. Tu sais, tu reçois ton amoureux, ton amoureuse, puis tu te dis, ben, ce soir, j'ai envie d'une intensité 3/5. Est-ce que ça te va? Tu sais? Puis encore là, on quantifie. Là, en plus d'avoir une relation à ton image, comme on disait au début, ben, tu as une soirée à ton image. Je suis où en ce moment, tu sais? Parce que des moments d'intimité, je pense, dans une relation de couple, c'est important quand même, parce que ça distingue d'une relation amicale à la relation amoureuse. Ben, l'intimité, la sexualité, encore là, qu'est-ce qui rentre dans la sexualité? Il n'y a pas que la pénétration, il n'y a pas que la génitalité. De se passer une soirée à se masser, à se caresser. C'est une forme de sexualité, en tout cas, c'est une forme d'intimité. Puis je pense, moi, ça fait partie de mes croyances, ben, je pense que c'est important dans une relation amoureuse qu'il y ait une certaine intimité. Une certaine. Ça crée le lien. En tout cas, ça crée le lien. Sinon, ben, c'est plus des amis, là, pour moi. Après, il y a des gens asexués qui sont comme dans une relation amoureuse, puis encore là, est-ce qu'il y a zéro sexualité? Il y a peut-être zéro pénétration, mais est-ce qu'ils peuvent être affectueux un envers l'autre quand même si tu es asexué? Sûrement. Il y a comme une tendresse, il y a comme... Ouais, puis ça fait partie... ce que tu partages me ramène à, justement, quand on construit une relation à notre image, puis comme on la veut, ben c'est sûr que la question de la sexualité, elle se pose. Oui. Puis, on a beaucoup de constructions autour de la sexualité. Beaucoup. On n'embarquera pas dans tout ça, mais un autre, on en fera un autre. Oui. Beaucoup de constructions autour de ça, puis même, ça peut même être aussi simple que, ben, c'est mon chum, je suis censée une sexualité dans un couple, ça devrait être en moyenne 2 fois par semaine, puis en bas de ça, ça veut dire que j'ai un problème ou qu'il y a un problème, puis en haut de ça, ben là, je voudrais pas être... Puis des fois, les constructions peuvent être super rigides. Oui. Puis parfois on a les mêmes, parfois on n'a pas les mêmes, mais ça, c'est tellement un espace où on peut gagner, je trouve, en liberté, puis où on gagne à se déposer à déconstruire le plus possible pour avoir quelque chose de vraiment satisfaisant. Puis comme tu dis, la sexualité qui me plaît ce soir, c'est pas la même que demain. Exact. Puis pour moi, l'intimité, qu'est-ce que je définis comme de la sexualité ou de l'intimité ou
Ça peut être, c'est tellement beau et précieux, c'est de l'énergie de vie, l'éros, tu sais, ça nourrit, c'est du feu, c'est du... Fait que d'aller la contraindre dans des constructions vraiment limitantes, qui souvent peuvent faire, en tout cas, qui moi, dans mon expérience, dans mes relations monogames, quand je faisais moins attention à ça, puis que j'étais juste dans ma construction sans m'en rendre compte, je me retrouvais souvent avec peu de libido. Après une certaine phase parce que des fois, on se met trop de pression. Ouais. Et on attend aussi, on parle de libido, on attend la libido spontanée. Et ben, il y a la libido réactive. Donc, je fais des ateliers subtils aussi. Puis les gens, souvent, à la fin, ce que je leur fais vivre, il n'y a pas de sexualité, mais il y a beaucoup de sensualité, il y a beaucoup de moments de rapprochement. Ça dure 4 heures, puis les gens disent souvent, mais on se donne pas assez souvent un 4 heures pour nous, pour notre relation comme ça, tu sais. J'ai rien appris de nouveau, mais ça m'a permis de nous arrêter, ça nous a permis de s'arrêter, d'avoir des belles conversations profondes, ce qu'on fait pas, et ce qu'on on aurait avantage à faire de, tu sais, qu'est-ce qui est réaliste, un 4 heures par 2 semaines, mais de le mettre à l'agenda, c'est tellement important. C'est tellement important. Puis dans ce moment d'intimité-là, dans ce 4 heures-là, ben, quand il arrive le 4 heures, ben, j'ai envie d'intensité 0 sur 5. Tu sais, ça peut être juste le codo, là, de se habiller, mais de se coller, puis de se serrer dans les bras, puis d'écouter la musique, puis sans avoir de la distraction comme la télévision, là, mais d'être juste vraiment présent un avec l'autre dans le silence, peut-être une petite musique douce, puis juste coller. Ça peut être suffisant, mais c'est important d'avoir, selon moi, des moments comme ça d'intimité. Ah, moi, je pense aussi. Puis qu'il n'y a pas de... Puis de le laisser, comme tu dis, être puis appartenir à ce moment-là, puis à répondre à ce qui est présent à ce moment-là, plutôt que d'anticiper que « Ah, j'ai pas le goût d'aller jusqu'au bout, jusque-là, fait que je vais dire non tout de suite d'avance. » tu sais. Moi, j'ai eu beaucoup ça. Puis là, maintenant, c'est comme « Hey, je sais pas ce que j'ai le goût, mais je le sais que j'ai le goût qu'on soit proche. » Fait on va se mettre tout nu, puis on verra. On se colle, puis on verra ce qui se passe. Puis des fois, rien du tout, on jase. Puis des fois, peu importe. C'est ça. À ce moment-là, on le laisse venir. Mais ça demande une complicité, puis ça demande qu'il y ait beaucoup de communication, puis de compréhension ensemble, dans le couple ou dans la relation. Absolument. Là-dedans. Donc, un beau sujet qui peut s'éterniser encore et encore. J'espère que ça vous a éclairé, que ça a apporté des réflexions, puis que vous allez discuter avec votre ou vos partenaires. Je te remercie infiniment de ce partage. C'était vraiment agréable. C'était super le fun. Moi, en tout cas, ça m'a ramené même plus de questions ou d'envie d'explorer plus large. C'est tellement beau, une belle relation dans laquelle on est bien. Oui, effectivement. Ben, merci. À bientôt. Merci. Bye.